Bonjour Jean-Louis Lahaye. Bonjour, vous allez bien? Mais bien, et vous? Bienvenue chez moi. Merci, c'est gentil. C'est cosy, hein? Ah oui, très. Petite table sans prétention. On se sent bien. Oui, on se sent à l'aise. Un peu comme dans 69 minutes sans chichi. C'est ça. J'y suis jamais allé, donc je pourrais pas vous dire. Mais vous aimeriez bien. Oui, hein, moi, quand on m'invite, je suis toujours très content quand on m'invite. Alors donc vous êtes animateur, présentateur et producteur. C'est ça. Vous avez été révélé au grand public grâce à l'émission lesallumés.be. C'est ça. Vous avez fait de la radio, vous avez fait du théâtre. Et après lesallumés.be, c'est en suivi plein de programmes télé, notamment Y a pas pire conducteur, le concours Eurovision de la chanson, et ma télé bien aimée, et bien d'autres. Je ne les cite bien évidemment pas tous. Et aujourd'hui, vous présentez sur les traces de... Ah, ça vous a fait... Oui, voilà, ça m'a fait un petit quelque chose. Là. Sur les traces de... Oui. Donc je voulais savoir pourquoi, quand avez-vous su que vous deviendriez présentateur et pour quelles raisons? Quand je l'ai su, quand j'avais, je crois, 10-12 ans et que je me suis rendu compte que faire marrer les gens, ça te donnait un statut sans être obligé d'étudier pendant des années. Et donc je me suis dit, tiens, ça c'est pratique. Donc j'en ai fait une profession. J'ai eu la chance de pouvoir en faire une profession et donc c'était très jeune, quoi. Mais bon, on ne se dit pas à 10-12 ans ou même à 18 ou 20, je vais faire animateur télé et en général, les gens vont bien m'aimer. On ne sait pas ça donc à l'avance. Donc ça a été une découverte petit à petit. Et puis une progression tout à fait logique. D'accord, donc vous ne le saviez pas vous-même, vous l'avez découvert. C'est une passion que vous avez découverte? Oui. D'abord, j'ai déconné dans les classes et puis je me suis fait virer de beaucoup d'écoles. Et puis je me suis dit, tant qu'à me faire virer, autant que je fasse rire les gens d'une manière plus professionnelle. Et puis j'ai fait de la radio. Et puis la radio, ça s'est pas trop mal passé. Donc j'ai eu la chance de passer un casting en télé, qui s'est de nouveau même plutôt bien passé. Et donc ça a été une évolution progressive. Voilà, tout simplement. Maintenant, je n'ai pas dit que je ne faisais que de me faire virer d'école. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est de découvrir, d'apprendre, et j'aime encore bien travailler. Donc, ce n'est pas le résultat de 20 ans de fainéantise. Pardonnez-moi l'expression, mais est-ce que vous, ta gueule, ça vous dit quelque chose? Ah oui, parce que j'ai encore un t-shirt avec vous ta gueule. Et pour la petite histoire, j'ai, il n'y a pas 3 jours, rencontré encore le papa de Malvira, Patrick Chabou, qui est un ami, et encore aujourd'hui, il y a des vous ta gueule. Et de temps en temps, on parle de certains petits projets qu'on pourrait retrouver sur Internet. Donc c'est dire à quel point ça nous a marqué tous les deux. Mais Malvira... Avec vous, puisque vous aussi, ça vous a marqué. Ah oui, ça, certainement. Oui. Vous avez eu de nombreuses violences physiques de la part de Malvira. Oui, mais j'adorais, donc on peut pas lui en vouloir. Qui aime bien châtie bien. Exactement, elle m'adore. Et donc Malvira n'est pas la seule femme importante dans votre vie professionnelle. Il y en a une deuxième. On peut parler de Maureen Louise, je pense. Est-ce que vous avez une anecdote concernant votre collaboration? Des anecdotes, on en a plein, parce que rien que de penser à elle, ça me fait déjà rire, vous voyez un petit peu le truc. Parce que ce qui est génial, c'est qu'on est amis dans la vie, quoi. C'est pas que à la télé, donc ça c'est sympa. Mais des anecdotes, je pourrais vous en citer des milliers. Il faut savoir que par exemple dans les papiers conducteurs, on est quand même parti une semaine aux États-Unis sur la route 666, et pendant une semaine, on a pleuré de rire en permanence. C'était extraordinaire. Donc des aventures avec elle, j'en ai eu plein, et je pourrais pas en pointer une seule tellement elles sont nombreuses. Et aujourd'hui, j'ai la chance qu'elle soit venue me rejoindre dans la belle aventure de l'Eurovision. Et là, encore une fois, on s'amuse énormément, et encore une fois, on pleure de rire. Et encore une fois, ce qui est génial, c'est que le public est au rendez-vous. En parlant de l'Eurovision, vous avez travaillé plusieurs fois aux côtés de Jean-Pierre Rautier, notamment pour le concours Eurovision de la chanson. D'ailleurs, tout le monde se souvient de vos commentaires mémorables qui traduisaient d'ailleurs une complicité sans borne. Est-ce que vous le considériez comme un menteur ? Ah oui, alors pas comme un menteur, mais je vous jure comme un menteur, vraiment. Bah oui, c'est lui qui m'a donné le goût à la culture, clairement. La culture grand public. C'est-à-dire pas une culture élitiste, juste pour se caser dans une case, je fais partie de l'élite. C'est lui qui m'a donné le goût, par exemple, à toute l'épopée napoléonienne. C'est lui avec qui on parlait pendant des heures le soir du côté de Moscou, entre autres de Napoléon, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale, de Patton, etc. Donc, je veux dire, tous les titres qu'on a eus sur les traces 2, il y a quand même, c'est un petit résultat de ma magnifique rencontre avec Jean-Pierre Rautier. Oui, il a été clairement à la base de tout ça, oui.
En parlant de Napoléon et de Patton, vous présentez aujourd'hui Sur les traces de, donc qui raconte aux téléspectateurs la vie d'une personnalité historique, en passant par des endroits en Belgique, où la personne justement concernée a laissé une empreinte chargée d'histoire. Pourquoi ce changement radical de thématique ? D'abord, c'est-à-dire que moi j'ai la chance de faire du divertissement et donc c'est utiliser des techniques pour vendre quelque part de l'air, du rire, de l'amusement, mais surtout attirer l'attention du téléspectateur, le plus grand nombre possible. On utilise ces techniques-là et on les met au service de la culture parce que je pense, moi, que pour résoudre pas mal de problèmes dans la société d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que le savoir, c'est-à-dire que connaître l'autre, comprendre les différences qui deviennent une richesse. Moi je pense que ça peut aussi passer et ça doit passer par la télé, et le meilleur moyen, c'est de faire du grand public avec la culture. Exemple, Godefroy de Bouillon, les croisades, tout le monde en parle, mais c'est quoi les croisades ? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, un Ben Laden, qui en parlait il y a encore quelques années, pourquoi est-ce qu'un Bush, pourquoi est-ce qu'un Hollande parle de croisades ? C'est quoi les croisades ? On a fait une émission sur les croisades, et en plus, elle a été suivie par beaucoup de téléspectateurs. Donc ça veut dire qu'on apporte une meilleure compréhension, et je pense que c'est pas une mission de service public, c'est un devoir de service public. Et donc j'ai la chance, moi, d'avoir été, par guillemets, choisi par le service public pour présenter ces émissions-là, parce que je pense que le divertissement, c'est génial et je ne le quitterai jamais, mais utiliser ces techniques-là pour toucher le plus grand nombre, c'est encore plus extraordinaire, parce que vous devez ingérer une matière, la digérer, et puis la rendre la plus lisible pour le plus grand nombre. Et c'est ça qui est génial, évidemment. Il y a une technique derrière tout ça. Donc, moi, je trouve que c'est fabuleux de pouvoir présenter des émissions comme celle-là, les préparer, les produire. C'est extraordinaire. Et vous pensez que ça peut intéresser les jeunes et que, quelque part, ça peut être... ils seront peut-être plus attentifs parce que ça passe à la télévision que si on leur racontait à l'école ? Une classe, c'est 30 élèves, quoi. Nous, c'est 300 000 téléspectateurs, donc on choisit un peu, par guillemets, l'efficacité. Et donc ici, on est dans allez, je vais pas dire de l'éducation de masse, mais quasi, quoi. On est en train de proposer ça au plus grand nombre. Donc c'est plus facile de préparer et de présenter une émission télé, c'est plus efficace. Maintenant, ça ne m'empêche pas d'aller dans certaines écoles, parce qu'on m'appelle et qu'on me demande de venir présenter un sujet en particulier, Patton, Hugo ou d'autres. Donc, je pense qu'il faut faire les deux, quoi, et être disponible pour les deux. Et si vous pouviez claquer là dans vos doigts, quelle personnalité historique souhaiteriez-vous rencontrer ? Le problème, c'est que toutes celles que j'aurais bien voulu. Un Patton, c'était quand même extraordinaire. Un Napoléon, évidemment. Mais une seule. Une seule. Vous. Je suis pas encore vieille et historique. Non, mais on peut déjà être une personnalité, il n'y a pas d'âge pour ça. Celui sur lequel on est en train de travailler, par exemple, Salvador Dali. Parce que moi, j'adore. Et alors, lui, par exemple, transgénérationnel, quoi. C'est-à-dire que les jeunes adorent. Et son discours, il était complètement dingue, quoi, quand il explique les montres molles, parce que Jésus, c'est du fromage. Donc il y a quand même des mecs voilà. Et ça, moi je trouve ça génial. Un Dali, j'aurais voulu vraiment le rencontrer. Maintenant, voilà, j'ai la chance de rencontrer des gens qui l'ont rencontré, donc je vais aller voir Amand Dali. On va aller l'interviewer à Paris. Un Hugo, j'ai vu son arrière petite fille. Arrière petit neveu de Napoléon, j'ai rencontré aussi. Donc quelque part, on a les échos directs de ces personnages historiques. Et donc je les rencontre pas directement, mais j'ai les échos directs de ces gens-là, et c'est d'une richesse incroyable. Vous avez fait du théâtre, oui. Notamment dans 2 pièces telles que L'Alarme fatale et On s'organise. Est-ce que c'est pas juste ? Non, j'ai fait aussi oui, notamment. Galerie, c'était quoi pour Cap 48 ? C'était le mariage de Mademoiselle Beulemans. Ah oui. Je l'ai vu. Ça en fait 3 quand même. Mais en fait, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Mais si je dois lister toute votre carrière, j'en ai plus pour 30 minutes. Hein. Non, c'est vrai. Bon, donc allons-y pour les 2 déjà. Oui, voilà. Donc est-ce qu'on peut dire que le métier de présentateur est complémentaire de celui d'acteur ? Est-ce qu'il y a des similitudes entre les 2 activités ? Oui, mais je pense que c'est d'abord ces 2 métiers bien séparés. Il y a souvent un petit souci quand les comédiens font présentateur, c'est qu'ils jouent le métier de présentateur. Nous, on est présentateur télé, on joue pas, quoi. Mais à l'inverse, je suis persuadé qu'un comédien est certainement bien supérieur à ce que je fais moi
sur une scène. Mais c'est clair que c'est très amusant et que quand en plus on voit que le public répond, c'est fabuleux quoi, de faire marrer les gens et de se rendre compte qu'on est dans l'immédiateté, c'est du direct. Quoi. Je veux dire, en télé, oui, quand il y a 500 ou 1000 personnes qui sont dans le studio, c'est sympa. Mais là, on est vraiment dans du direct, c'est en plus un travail d'équipe, enfin comme à la télé. Hein. Mais là, on est plusieurs, quoi, avec des textes assez précis, etc. Et je trouve ça assez génial, je trouve ça très drôle, moi. Mais bon, l'un ne va pas forcément avec l'autre. On se rend compte qu'il y a des présentateurs télé qui ne sont pas très bons comédiens et rarement les bons comédiens sont de bons présentateurs télé. Une autre de vos passions sont les drones. Vous êtes aussi pilote du LM. Ouais. Bien renseigné. Hein. Ouais, hein. Il y a que les sous-marins que j'ai pas fait. Mais je ne désespère pas. Ah, c'est une envie ? Ben non, mais je n'ai pas encore les moyens d'acheter un sous-marin nucléaire. 2 minutes. Et elle vient d'où cette passion et quel temps elle occupe dans votre vie ? Ce qui est bien, c'est que, comme vous savez que pour moi, la télévision, on est obligé de faire du low cost au niveau de la production, pas au niveau de la préparation. Donc tout doit être, nous par exemple, nos émissions sont vérifiées par des professeurs d'université, etc. Donc tout est juste, mais vraiment au mot près. Mais dans la production télé, on est obligé de s'adapter et on est dans un monde que vous produisiez des yaourts ou de la télé, vous devez trouver le moyen le moins cher possible de produire la meilleure qualité possible. Et le drone, moi, ce que je trouve de génial là-dedans, c'est que ça permet d'avoir des vues extraordinaires pour, on va dire, par rapport à la production télé, pas trop cher. Alors, ce qui m'a amené à ça, c'est que moi, j'adore voler et j'adore aussi voir des images aériennes. Je trouve qu'il y a un côté magique. C'est un peu comme si... comme si vous survoliez un train électrique, vous voyez. Vous voyez tout qui s'allume, le petit train qui se balade, sauf que c'est pas un petit train, c'est un vrai train, les petites voitures partout, ce qui m'évite de faire un train électrique et ça m'emmerde les trains électriques. Et donc je trouve qu'il y a un côté comme ça, on survole les choses, on se dit tiens, dans chaque maison il y a une histoire, il y a une famille, il y a un côté très, très poétique en fait. Vous avez des paysages fabuleux. Et moi, je peux retranscrire ça en plus en télé, donc ça c'est pour l'aviation. Et le drone nous permet aussi d'aller chercher des plans qu'on n'a jamais vus, c'est-à-dire qu'on peut revisiter le patrimoine belge, ce qui est assez fabuleux parce qu'on a quand même un chouette patrimoine. Nous, on peut aller le revisiter grâce à l'usage des drones et donc montrer la Belgique comme on ne l'a jamais vu. Donc c'est de nouveau assez sympa. Et quand je suis sur l'émission, il m'arrive de faire mon plateau, je suis en costume, maquillé, et puis une fois que c'est fini, je prends mon drone et je vais faire des images, etc. Donc on est en plus polyvalent, on écrit aussi les textes avec mon associé, etc. J'enregistre les voix. Donc il faut vraiment essayer d'être le plus polyvalent possible pour préparer l'avenir de la télé, parce que demain, c'est ce qui va se passer. Vous ne vous arrêtez jamais ? Non, pas le temps. Mais d'ailleurs, vous souffrez d'hyperkinésie. Oui, c'est ça. Je ne souffre pas, non, je ne m'en plains pas. Au départ, je suis dessinateur, mais si je reste pendant encore 25 minutes ici, je vais devenir fou, je vais devoir sortir, etc. Donc quand je suis en réunion, les gens savent qu'après une demi-heure, 3 quarts d'heure, je me barre et puis je reviens. Mais voilà, je suis efficace une demi-heure, 3 quarts d'heure, je pars 5-6 minutes et puis je reviens. Mais je ne peux pas rester en place pendant 2 heures, par exemple, ça me rend fou. Mais justement, ça ne vous a jamais freiné dans votre métier ? Non. Ça n'a jamais mis un obstacle ? Non, parce que moi j'ai besoin de bouger tout le temps, donc c'est assez génial. Donc ça veut dire que si je suis quelque part, je me dis, pour que je parte le plus vite possible, il faut que je sois le plus efficace possible, en le moins de temps possible. Donc je m'amène quelque part, je suis efficace, c'est bon, merci, au revoir, tac, je m'en vais. Et puis je refais encore autre chose ailleurs. Et j'aime bien bouger. Donc. Et puis le métier que je fais, c'est tellement varié dans tellement de domaines qu'il n'y a pas... Il y a des gens qui disent une journée n'est pas l'autre. Moi, je peux vous dire que dans ma vie, 1 heure n'est pas l'autre. Donc c'est fantastique. C'est génial. Et pour conclure cette interview, est-ce que vous avez une citation ou une devise qui résume assez bien votre état d'esprit ? Drôle d'époque que la nôtre où il est plus facile de faire éclater un atome qu'un préjugé. Nous allons rester là-dessus. Merci pour... J'ai tout compris à ce que je viens de dire. Merci pour ce petit moment de confort. C'est un plaisir. Merci beaucoup. N'oubliez pas de ranger avant de partir. Non, je vais nettoyer, je vais...